Bonsoir, bienvenue dans votre 18-30. C'est l'histoire d'une étude réalisée par un scientifique anglais. Il a mesuré sur plusieurs générations d'une même famille les trajets effectués sans surveillance par ses membres lorsqu'ils étaient enfants. En 1926, à 8 ans, Georges parcourait une dizaine de kilomètres par jour, seul. Aujourd'hui, son arrière-petit-fils ne sort quasiment plus. Alors pourquoi les enfants ont-ils autant perdu le droit de flâner dans nos rues en 4 générations? Pourquoi est-on en train peut-être de fabriquer des enfants d'intérieur? On en discute avec mes invités. Cathy Ponce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte, vous êtes également chargé de mission au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Haute-Garonne. Stéphanie Yanouzzi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en neuropsychologie et psychologue. Oui. Enfin, Sébastien Crouzet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Les Faiseurs de Ville et parents également, donc vous nous livrerez votre expérience. Alors, d'après certaines études, la zone d'autonomie de nos enfants s'est rétrécie de 90%. Est-ce grave, docteur? Ah oui, ça peut. Ça peut. Et après, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi on les laisse plus sortir? Et puis, qu'est-ce que ça engendre chez eux? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils sont plus anxieux? Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps aussi, où ils ne sortent pas? Donc, tout dépend de cela. Pour en revenir à la distance parcourue par nos enfants, alors on vit moins à la campagne aussi, tout simplement. Les villes se sont densifiées, Cathy Ponce. C'est ça aussi l'explication? L'explication, elle est tout à fait liée au fait qu'aujourd'hui, la ville se construit à partir de la voiture. Et l'enfant a besoin d'être dans un milieu un petit peu sécurisé. Et la voiture n'est pas un élément particulièrement sécurisant. Alors, on en parlait ici même la semaine dernière. Il y a cela, il y a aussi le fait qu'on est passé dans une société qui est une société qui confond un petit peu risque et danger. Et en fait, le danger est souvent relatif, le risque demeure. Mais la vie n'est-elle pas faite de risques? Alors on voit, c'est vrai, quasiment plus d'enfants seuls dans la rue. Sébastien Crouzet. Oui, notamment, il y a un bon exemple, c'est le trajet domicile-école, qui est en fait, j'ai plus les statistiques exactes en tête, mais la proportion a été divisée par 2 en fait d'enfants il y a 30 ans, donc dans les années 80 pour les gens de 40 ans comme moi, on allait à l'école à pied ou en vélo. Il y a 2 fois moins en proportion d'enfants qui vont à l'heure actuelle en mode actif à l'école, et donc notamment sûrement parce que c'est plus dangereux, donc sûrement qu'il y a une perception du danger qui est là, notamment à cause de la voiture. Et le problème, c'est là le cercle vicieux, c'est que le meilleur moyen de se protéger des voitures, c'est d'être soi-même en voiture. Ah oui. Et donc du coup, il y a vraiment ce cercle vicieux terrible qui se met en place. Après, je l'interromprai parce que ça dépend des territoires et de la nature de l'urbanisation du territoire. Bien sûr, on va en parler. Bien évidemment, dans la ville intense, on va pouvoir se déplacer en autonomie. Dans la ville de la banlieue, la voiture devient obligatoire et l'enfant est assis, passif, à l'arrière du véhicule. Des parents finalement toujours partagés entre la mise en garde, mais aussi la crainte d'apeurer leur propre enfant. Tout à fait. Et c'est la difficulté, c'est que moins on les laisse sortir, moins ils sont confrontés au danger, moins ils apprennent en fait. C'est en sortant qu'ils vont apprendre à être attentifs, qu'ils vont apprendre comment se construit la ville, comment je me comporte en ville pour qu'il y ait moins de danger. Et donc c'est vrai que c'est finalement, on rentre dans ce cercle vicieux-là de... quand ils sortent, les parents sont apeurés, ils sont comme ça, les enfants ressentent ce stress, et on rentre vraiment dans ce cercle vicieux de ils ne s'exposent pas au danger, donc ils n'apprennent pas à le gérer, et donc effectivement on arrive à ne plus sortir, ou moins sortir, ou sortir accompagné, mais même on les voit quand ils sont accompagnés, on tient la main, on crie, arrête, stop, attention, voilà. Oui, c'est l'injonction permanente. Et puis pour les parents, c'est pas simple, hein, Sébastien Crouzet. Non, c'est ça, oui, c'est que c'est compliqué, mais ce qu'il faut voir, c'est surtout que c'est pas une fatalité dans le sens où, en fait, en France, dans les villes, il y a eu un développement qui s'est beaucoup fait comme ça. Il y a des pays, notamment un peu plus dans le nord, en Allemagne, en Suisse, etc., où c'est pas le cas, en fait. Il y a une liberté aux enfants qui est plus laissée par les parents, et notamment parce que, en fait, les villes sont adaptées à ces déplacements. Alors on va aller voir à Toulouse, à hauteur d'enfants et de parents. Alors la ville rose est-elle praticable pour nos enfants? C'est un dossier du 18-30 signé Marie Martin et Thierry Vidéger. À quel moment vous vous êtes dit que vous pouviez laisser votre enfant circuler un peu seul dans la ville? À partir d'11 ans, là. Voilà. Et l'âge fait que c'est un peu plus responsable et on a plus confiance pour traverser la route et tout. Avant d'en avoir, je disais 6 ans, 7 ans.
Et elle a 6 ans, 7 ans, j'ai envie de vous dire 20 ans. Parce que c'est quand même les voitures, les vélos et tout ce qu'on entend à droite à gauche, c'est quand même apeurant. Tous les parents interrogés ce jour-là sont unanimes. Laisser un enfant se déplacer seul dans Toulouse, ce n'est pas avant 11 ans et sur des trajets courts et connus. À quoi tu dois faire attention? Regarder les voitures avant de traverser. Et voilà. Densité de population, circulation, rencontres potentiellement dangereuses, autant de facteurs qui font qu'avant le collège, l'enfant est constamment sous bonne garde. C'est vrai que quand on voit des enfants seuls dans la rue, ça fait plutôt ça nous interloque. On se pose la question, on cherche le parent du regard pour savoir où il est. De la même manière, les enfants qui font du vélo tout seuls, c'est tellement plus habituel aujourd'hui. L'enfance citadine est désormais très encadrée. En dehors de l'école, si les parents sont absents, il y a la nounou, les activités, les après-midi chez les grands-parents. Ces dernières années, les salles de jeu font même de la concurrence au parc. On fait même de la garderie où les parents nous déposent les enfants et ils reviennent 2 heures après ou 4 heures après pour venir récupérer leurs enfants avec nos équipes qui suivent les enfants dans les jeux. Alors, cadrer, très cadrer ou trop cadrer cette enfance en ville, l'équilibre est fragile. Notre but de parents, c'est l'émancipation de notre enfant. Or, il est dangereux pour le moment de le laisser s'émanciper, entre guillemets, dans une grande ville comme Toulouse. La liberté, voilà, fait partie aussi des règles. Donc c'est aussi ça, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et bien évidemment, laisser quelqu'un sans liberté, dans un climat très rigide, trop autoritaire, trop contraint, ça expose à des problèmes. Ça protège, et cette surprotection peut rendre plus vulnérable. Ce frein à la liberté des petits citadins n'est pourtant pas une fatalité. Dans ce quartier, des parents défendent l'idée d'une rue scolaire interdite à la circulation à l'ouverture et la fermeture de l'école et militent pour la création d'espaces de socialisation sécurisés pour rendre à l'enfant sa place dans la cité. On peut dire que l'enfant est un peu l'avenir de la ville, c'est le citoyen et l'urbain de demain. Donc il me semble en effet important que l'architecture et la conception urbaine puissent être pensées un peu à hauteur d'enfant. Justement, Cathy Ponce, l'espace public, il doit justement être conçu pour fabriquer l'expérience de ces jeunes citoyens. Tout à fait. Pas que citoyens. On se construit à partir des stimuli. Donc tout ce qui offre de la diversité, de la découverte, de la capacité à s'adapter et qui stimule les sens et qui va évoluer. Donc un environnement qui laisse place au vivant notamment et donc à la nature va être beaucoup plus stimulant qu'un univers fondé sur du minéral qui est très figé, par exemple. Et puis l'enfant, il se construit aussi son altérité à travers la friction, le frottement à l'autre. Et donc c'est un espace de diversité qu'il faut construire et non pas un espace standardisé et qui serait spécifique à chaque public, à chaque... Donc à bas les city-stades, les espaces qui seraient genrés, orientés sur un public, finalement. Aseptisés, orientés sur un public de tel âge à tel âge. La ville, c'est la ville de la friction. La société ne se construit avec altérité que dès lors qu'il y a du frottement et de l'apprentissage par ce frottement. L'enfant a besoin de ça, Stéphanie. Complètement. L'enfant, il a besoin de se confronter, il a besoin de faire des expériences, c'est comme ça qu'il va apprendre. Et le parent a besoin que son enfant fasse des expériences, il a besoin de voir que son enfant s'en sort tout seul. En fait, il y a vraiment une relation de confiance. Il y a un côté, mais en fait, je dois faire confiance. Bien sûr, ils disent non, mais c'est aux autres, dans les autres que j'ai pas confiance, mais il faut faire confiance à son enfant pour se gérer. Il faut l'accompagner dans cette confiance, mais il faut faire confiance à son enfant. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir aussi évoluer et montrer qu'il peut répondre à cette confiance. En 1971, à Amsterdam, 400 enfants sont morts dans des accidents de la circulation. Imaginez l'émoi. Depuis, la population s'est mobilisée pour adapter la ville et aujourd'hui, on prend effectivement Amsterdam
comme une référence. Alors, nos villes du Sud, ici en Occitanie, elles se situent comment par rapport à ce type de modèle qu'on a déjà commencé à évoquer tout à l'heure? Pas bien. Donc je vais pas parler de Toulouse parce qu'on y vit tous ici, mais on est vraiment en retard là-dessus. Par rapport, il y a les villes françaises, il y en a plusieurs qui commencent à vraiment bouger. On peut parler de Nantes, Bordeaux est en train de beaucoup évoluer là-dessus. C'est des villes qui sont Lyon, Grenoble depuis longtemps. Oui. C'est des villes qui bougent énormément là-dessus. Toulouse est un peu à la traîne là-dessus. Alors il y a des choses qui se font. On ne peut pas dire que Toulouse fait rien. Il y a le REV, le réseau express vélo, qui va restructurer un peu la ville, et on peut imaginer que ça va créer des espaces comme ça qui vont être plus vivables et plus ouverts aux enfants. Et aussi, alors il n'y a pas que les enfants, c'est quand on fait quelque chose pour les enfants, mécaniquement, en fait, on le rend accessible aussi aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées. En fait, c'est à partir du moment où on réduit l'espace alloué à la voiture et aux grosses voitures, tout d'un coup, on laisse la place à la vie et aux gens pour interagir. Et donc, mais il y a du boulot à Toulouse. J'ai envie de dire qu'il y a une question de management aussi. Soit on est très descendant et donc on décide pour les autres, soit à l'échelle du quartier, on laisse s'exprimer les habitants du quartier et on voit comment on satisfait des besoins avec un urbanisme qui est négocié, qui intervient, où un espace public peut avoir une vocation de régulation de flux à une certaine heure et devenir un espace de convivialité pour les enfants et les familles à un autre moment. Tout ça naturellement en s'intégrant dans une politique plus générale qui doit être plus que relayée, portée par les pouvoirs publics. Sans uniformiser les villes. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on met les mêmes structures partout. Il s'agit de désindustrialiser les villes. Ça va de la macro-échelle à la micro-échelle, jusqu'au détail de la bordure machin, qui contribue quelque part, lorsqu'on la contextualise complètement, à créer ce petit peps qui fait de la nouveauté, du stimulus, et qui va contribuer à faire vivre un lieu. Et qui va contribuer aussi à ce qu'on se sente bien aussi dans cet espace. Exactement, c'est ce qu'il faut. Et c'était très juste ce que vous disiez sur le côté, finalement, faisons aussi confiance aux gens qui vivent dans cet espace. Laissons-les s'exprimer, créer, revisiter un peu. Voilà, ne décidons pas pour les autres, et vraiment que chacun puisse émettre son avis. Et pour l'enfant, c'est pareil. Quand l'enfant vient demander à essayer d'aller à l'école tout seul, il faut pouvoir lui dire oui, mais en l'accompagnant. Oui. En l'accompagnant dans ses premiers pas, dans ses premières démarches. On fait une première fois, une deuxième fois le trajet avec lui, puis un peu plus loin, puis encore plus loin. Et c'est comme ça qu'on va... Oui, parce que ça part souvent de l'enfant quand même, cette demande. Ça part souvent de l'enfant. C'est sa construction à lui aussi. Oui et non, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi des enfants qui vont le refuser parce qu'ils ont ressenti l'anxiété. Donc on a vraiment cette part, on a les enfants qui vont demander, et puis on a une part d'enfants anxieux qu'on va avoir beaucoup de mal à lâcher et à dire non, mais vas-y, tu peux commencer à y aller à pied, sauf souvent au collège, mais non, tout d'un coup, tu as des horaires qui varient un petit peu, donc il faut que tu ailles à pied. Et là, c'est un peu la panique parce que c'est arrivé de nulle part. Des peut-être municipalités aussi qui doivent écouter les habitants, les comités de quartier, les associations, les conseils municipaux, jeunes, que sais-je encore. Oui, voilà, qui doivent surtout écouter. Alors, ça peut vraiment se passer au niveau du quartier, les maires de quartier, qui en fait sont directement en contact avec les associations de parents d'élèves. Et l'association de parents d'élèves, en ce moment à Toulouse, il y a quelque chose qui est en train de se passer et que nous, dans l'association des faiseurs de ville, on essaye d'aider. C'est pour le coup, d'industrialiser les demandes de rue scolaire, dans le sens où la mairie veut le gérer au cas par cas. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que ce soit global et que tout le monde demande, de façon à ce que toutes les écoles à Toulouse soient sécurisées et que tous les enfants puissent aller à l'école de façon sécurisée. Merci à vous trois pour cette première intervention, cette première expertise que vous nous avez livrée, qui nous éclaire déjà sur les tenants et les aboutissants de cette thématique et de nos enfants dans la ville. Pour l'heure, il est 18h53. L'information de proximité se poursuit sur votre chaîne régionale. Quelle place pour nos enfants dans la ville? Est-elle si dangereuse pour eux à la fois par sa population mais aussi par son urbanisme? On continue à en débattre. Lara Dolan, bonsoir. Bonsoir. Alors, on évoque un dernier paramètre avec vous, c'est le fait que nos enfants passent aussi de plus en plus de temps sur leurs écrans et donc ils sortent moins. Exactement. Et pour commencer, quelques chiffres. Les enfants âgés de 1 à 6 ans passent en moyenne chaque semaine, tenez-vous bien, 4h37 derrière un écran. C'est beaucoup, d'autant que les scientifiques recommandent d'interdire totalement tous les écrans avant 3 ans
pour favoriser le langage, la motricité et la créativité des enfants. Un phénomène qui s'est amplifié avec la crise sanitaire et les confinements successifs. 53% des enfants déclarent avoir augmenté leur consommation d'écran. Prévention et pédagogie donc concernant les écrans, ça Lara, c'est indispensable. Oui, et pour les aider à décrocher des écrans, l'opération 10 jours sans écran encourage les enfants et les adultes à ranger au placard télévision, téléphone et autres tablettes. L'occasion de jouer en extérieur, de lire, de se balader, tout simplement de s'occuper sans écran. L'entreprise montpelliéraine BioViva, spécialisée dans les jeux de société éducatifs, a mis au point un coffret pour aider les enfants à bien gérer leur temps d'écran et à naviguer sur des sites appropriés à leur âge. Pour finir, sachez que l'on peut concilier activité et écran, activité en extérieur et écran. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté du phénomène Pokémon Go, ce jeu qui consiste à chasser des Pokémon, ces monstres virtuels dans la rue ou dans les parcs, comme ici à Toulouse. La photo a été prise en 2016. Le jeu est aujourd'hui en perte de vitesse, mais il a le mérite de faire sortir dehors les enfants et les ados, même si pour jouer, ils ont besoin d'un téléphone. Merci Lara. Pokémon Go, attrapez-les tous, hein, comme on dit. Alors, la ville de moins en moins une aire de jeu, hein, quand ils pensent clairement. Pour l'instant, c'est difficile de laisser ces enfants jouer sur cette espace urbain tel qu'il est conçu. Et lorsqu'on les laisse jouer, on leur dit comment ils doivent jouer. C'est ça qui est ennuyeux, c'est-à-dire qu'on les forme, on ne les émancipe pas. Donc, qui veut-on comme citoyen? Des citoyens qui obéissent ou des citoyens qui inventent? Voilà. Et alors, Lara l'a dit, hein, le domicile est devenu un véritable cocon également, notamment pendant le confinement. Et ça rentre en compte aussi. Bien sûr. Le confinement, il a vraiment accentué tout ça. Et puis, on revient à cette anxiété dont je parlais, où on se dit vraiment, mais en fait, il faut se confronter aux expériences pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir oser. Et en fait, là, ils se sont retrouvés en intérieur et ils ont découvert d'autres choses qui sont très bien pour certaines. Hein. Il se passe plein de choses aussi à l'intérieur. Mais effectivement, alors les temps d'écran, c'est un vrai sujet et un vrai problème qui pourrait prendre une émission complète. Oui, c'est vrai. Le temps d'écran aussi, finalement, les parents peuvent se poser moins de questions en se disant bon ben on va pas sortir, il est devant son truc. Ouais, voilà. Puis ça permet de garder le contrôle en fait sur l'espace qui va être investi par l'enfant. Mais pour rebondir sur ce que disait Cathy Ponce sur le meilleur exemple en fait, c'est les marelles prédessinées par terre en fait dans les parcs de jeux. En fait, c'est lunaire comme idée en fait d'aller prédessiner les marelles alors que voilà, c'est 3 coups de craie et ça fait partie du jeu de la dessiner. Mais les aires de jeu, rien que de regarder l'architecture des aires de jeu, c'est un très bon exemple de cette évolution aussi qui est plutôt bien à Toulouse avec toutes les nouvelles aires de jeu récentes qui sont un peu plus aventureuses, où il y a un peu plus de danger dans ces aires de jeu, où on peut en fait se faire mal, par exemple. C'est un truc qui ne pouvait pas arriver en fait dans les aires de jeu avec du plastique mou par terre. Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout est sécurisé, les limites sont posées. Alors ce qui est paradoxal, parce que Clément Rivière, qui est l'auteur de cet excellent livre Leurs enfants dans la ville, lui dit que finalement la première cause d'accident chez les enfants, ce sont les accidents domestiques. Eh oui. Donc il y a effectivement, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque évidemment avec les voitures, mais voilà. Mais l'enfant a beaucoup d'habileté, hein. Oui. Il est comme l'animal, il a au fond de lui un premier cerveau qui fonctionne très bien et qui sait très bien l'amener à réagir à des dangers. Donc c'est plus le parent qui, par son intervention, va déclencher un phénomène qui l'amène à se mettre en danger que l'enfant lui-même. Faisons-leur confiance à ces enfants. Et puis l'évolution, j'allais dire urbanistique, il faut la mettre en place rapidement maintenant, sinon effectivement on va fabriquer une génération de gens. Oh, mais pas que pour les enfants. Ouais. Il est vraiment urgent. Ça, on en reparlait la semaine dernière. Il est vraiment urgent que l'espace public devienne un espace de partage, d'échange pour reconstruire une société où il fait bon vivre. Hein? Et les jeunes ados aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, ils ont goûté encore plus le numérique, etc. pendant ces périodes de confinement, mais peut-être ils ont appris aussi à goûter encore mieux ces relations à l'autre physique qui leur manquent énormément. Ils ont besoin des deux.
Merci à vous trois, en tout cas, de nous avoir apporté chacun vos expériences, vos témoignages et votre expertise en fonction de vos domaines respectifs. Demain, comme chaque jeudi, émission spéciale avant le premier tour de la présidentielle, on parlera de l'environnement. Vos préoccupations en la matière, vos propositions en la matière. D'ici là, vous avez rendez-vous avec votre météo, suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.